Bonsoir, voici les titres de l'actualité de ce jeudi 21 février. Vive controverse entre Jacques Chirac et Lionel Jospin. À propos de la Corse, le président rappelle l'indivisibilité de la République et l'égalité des droits dans une intervention particulière depuis l'Élysée. Les sauf-conduits accordés aux Kurdes naufragés de la côte varoise alimentent les revendications d'autres réfugiés politiques kurdes en attente d'un droit d'asile politique. En Israël, après beaucoup de tergiversations, Ehud Barak renonce finalement à participer au gouvernement d'Ariel Sharon. La Suisse dénoncée dans un rapport parlementaire français sur le blanchiment d'argent, enquête dans ce journal. Élections municipales, ce soir nous vous proposerons Fort-de-France en Martinique pour la succession d'Aimé Césaire. Campagne pour le port de la ceinture de sécurité en voiture, campagne violente qui donne le choix entre la ceinture ou le cercueil. On connaît beaucoup de ces musiques. Marc Perron est accordéoniste, il est en concert à Paris. La Corse divise l'exécutif républicain et la division est apparue très nette, très vive aujourd'hui. Le président de la République a choisi de répondre à une question, prétexte, depuis son bureau de l'Élysée, pour expliquer qu'il était certes favorable à la décentralisation, favorable à des réformes en Corse, pour mieux tenir compte des spécificités de cette région. En revanche, il dénonce une remise en cause profonde du pacte républicain et des principes datant de plus de 2 siècles. Nous vivons depuis, là je réponds plus précisément à votre question, plus de 2 siècles, sur quelques principes qui sont notre forme de société et qui encadrent notre génie national. Notamment, et ceci depuis 1789, le principe selon lequel nous sommes tous égaux devant la loi. Et aussi depuis 1792, sur le principe que la République est une et indivisible. Au titre de ces 2 principes, on ne peut pas, je pense, accepter que des inégalités soient créées au profit de telle ou telle région, fût-ce la Corse. On doit donc rechercher une méthode permettant les transferts de compétences qui ne remettent pas en cause notre pacte républicain. C'est tout à fait possible, notamment par une utilisation beaucoup plus systématique des possibilités offertes par le statut de 91 de la Corse, par la réforme statutaire de 91 concernant la Corse. J'espère, je souhaite, que le Parlement, dans sa sagesse, saura comprendre l'importance de ces enjeux et apporter les modifications qui permettront au Conseil constitutionnel de considérer que le texte ainsi amendé sera constitutionnel. Et ces propos de M. Chirac, tenus en fin d'après-midi devant une caméra, venaient appuyer sa déclaration faite à huis clos en Conseil des ministres. On se souvient que la semaine dernière, le chef de l'État avait refusé d'inscrire à l'ordre du jour le texte du projet de loi modifiant le statut de l'île. Récit Thierry Clopeau, Claude Barnier. Dès ce matin, l'Élysée, c'était à chacun sa mise en garde. En privé, le président de la République parlait ces derniers jours de combine à propos du projet de loi. Devant Lionel Jospin et ses ministres plus nuancés, le chef de l'État, en garant de la Constitution, a critiqué un projet dont certaines dispositions prennent d'après lui un fort risque d'inconstitutionnalité. Un projet susceptible de mettre à mal le pacte républicain. Réplique immédiate de Lionel Jospin qui estime que rien dans le projet de loi ne contredit nos principes constitutionnels. Pour le Premier ministre, il n'est dans l'intérêt de personne de compromettre la démarche engagée. En visite cet après-midi en Avignon, il a confirmé que c'était aux parlementaires de travailler. Mais sur quoi? Le Parlement va en débattre. Donc je crois que c'est une démarche cohérente, sage, et que je conduis d'ailleurs par un dialogue avec une assemblée de Corse dont la majorité est d'opposition. S'appuyant sur l'avis du Conseil d'État, Jacques Chirac, on s'y attendait, n'a pas rejeté en bloc le processus de Matignon, mais il a dénoncé les dispositions sur l'enseignement de la langue corse quasi obligatoire et les pouvoirs législatifs et réglementaires dévolus désormais à l'Assemblée territoriale. Au ministère de l'Intérieur, Daniel Vaillant, lui, a voulu calmer le jeu. Il n'exclut pas des amendements devant le Parlement. Le débat aura lieu à partir de début mai, mais avec le système des navettes avec le Sénat, le vote ne devrait pas intervenir avant la fin de l'année. S'il y a une saisine du Conseil constitutionnel, elle devrait avoir lieu début 2002.
Cette controverse à Paris était suivie avec beaucoup d'intérêt en Corse, d'autant que parmi les élus favorables au changement de statut, il y a bon nombre de représentants du RPR et de membres de l'opposition favorables à Jacques Chirac. Voyez le reportage d'Arnaud Boutet et Éric Delagneau. Depuis une semaine, les Corses favorables au processus de Matignon manifestent leur inquiétude. Le Conseil des ministres de ce matin ne les a pas rassurés. Les mises en garde sur l'inconstitutionnalité du texte en sont la cause, mais les élus refusent de dramatiser. Je crois que l'essentiel, c'est que nous soyons d'accord sur le fond. Nous savons où nous voulons aller et je pense que le dialogue que nous avons eu au plan national avec le gouvernement va se poursuivre maintenant avec le Parlement. Le maire de Bastia, Émile Zuccarelli, partage les critiques du Conseil d'État. Selon lui, le texte doit être modifié par le gouvernement avant qu'il ne soit trop tard. Pourquoi aller, je dirais, dans le mur du Conseil constitutionnel, dans le mur de la censure? Je crois qu'il est quand même beaucoup plus dans la fonction du gouvernement et du Parlement de se prémunir pour autant qu'ils le sachent par avance, contre la censure. Favorables au projet de loi, les nationalistes, eux, mettent en garde. Aujourd'hui, nous recherchons les moyens de construire la paix en Corse et nous pensons que cette question vaut mieux que ces basses manœuvres auxquelles se livrent un certain nombre de politiciens. Nous espérons que le chef de l'État ne s'y prêtera pas pour sa part. Difficile pour les élus corses RPR de défendre un texte que le mouvement gaulliste rejette à Paris. Certains n'hésitent pas à sévèrement critiquer leur parti. Ce qui me gêne, ce n'est pas que des représentants du RPR affirment leur attachement à la Constitution. Cela aussi est tout à fait normal. Ce qui me gêne, c'est qu'on dise aujourd'hui beaucoup de choses et qu'on ait été beaucoup plus silencieux pendant les années passées. Dans les semaines à venir, plusieurs élus corses rencontreront les présidents des groupes parlementaires à l'Assemblée nationale. La grande explication va commencer et ceux qui veulent que ce texte reste en l'état n'ont que quelques semaines pour convaincre. Voilà, je précise, Jean-Baptiste RPR. Alors, Gérard Leclerc, chacun a pris ses marques aujourd'hui. Oui, si vous me passez l'expression, c'est un peu partout la balle au centre et la partie continue. Jacques Chirac a solennellement donc mis en garde un report du projet, une intervention au Conseil des ministres, une déclaration télévisée. Il ne pouvait guère en faire plus, sauf à remettre en cause la cohabitation. Le président a donc pris date. Il entend incarner les deux grands principes républicains que sont l'égalité devant la loi et l'unité de la République. Il reproche au gouvernement de soumettre au Parlement un texte qui mettrait à mal le pacte républicain, mais il n'ira pas plus loin, pas question d'un quelconque référendum. Maintenant, c'est au Conseil constitutionnel de rejeter le texte. Le président est sûr qu'il le fera. Et alors, de son côté, curieusement, Lionel Jospin fait comme si tout allait bien. Ah oui, il affiche la même détermination et la même sérénité. Il a répondu point par point au Conseil des ministres, aux accusations, aux arguments du président de la République. Et puis, hors Conseil, il ne s'est pas privé de quelques piques en rappelant qu'il n'y avait pas de projet alternatif et qu'il ne faudrait pas remettre en cause l'espoir d'une solution en Corse. Le Premier ministre conteste l'anticonstitutionnalité. Il dit qu'il faut laisser maintenant le Parlement travailler. Et puis Matignon dédramatise déjà un éventuel rejet par le Conseil constitutionnel. Dans ce cas-là, il présenterait un autre texte, comme il l'a déjà fait, par exemple, récemment, quand il a remplacé la baisse de la CSG par la prime pour l'emploi. Merci Gérard. Il n'empêche, cette journée marque un nouveau degré dans la vie de la cohabitation entre la gauche et la droite, entre Lionel Jospin et Jacques Chirac, comme une sorte d'escalade dans le rapport de force politique. Rappel des précédents accros avec Alban Mikosi. Une poignée de main chaleureuse à la fin du sommet européen de Nice, mais aussi des moments de tension. C'est ainsi, en période de cohabitation, les deux têtes de l'exécutif cherchent parfois à se démarquer. Parmi les sujets qui ont fâché, les suites de l'incident de Birzeit. Il y a un an, presque jour pour jour, le Premier ministre quittait cette université palestinienne sous les pierres. À son retour à Paris, il est convoqué à l'Élysée. Lionel Jospin ne s'y rend pas. Jacques Chirac publie alors un communiqué dans lequel il se pose en seul responsable de la politique étrangère. Autre tension importante, il y a 3 mois. En présence de Gerhard Schröder, ce ne sont pas les relations franco-allemandes qui sont en cause, mais l'interdiction des farines animales qui provoque cet échange. Je souhaite pour ma part qu'on interdise les farines animales pour tous les élevages. Oui, nous en avons parlé entre hommes, à mon initiative mercredi. Mais ce que nous nous disons entre hommes reste entre les deux hommes. Autre sujet de discorde, les questions constitutionnelles. Avant tout le quinquennat, dans un style très officiel, Lionel Jospin indiquait sa préférence. J'ai indiqué au président de la République qu'il était souhaitable d'engager rapidement cette réforme. L'Élysée n'a été averti qu'au tout dernier moment. Le président, tout d'abord opposé à cette réforme, se résoudra à un référendum.
Puis vint l'épisode de l'inversion du calendrier électoral, législative avant ou après les présidentielles. Le débat se poursuivra à l'Assemblée. Après les municipales, Jacques Chirac a parlé de mesures de convenance. C'est une mesure de circonstance, de convenance. Enfin, il y a les affaires politico-judiciaires, les confessions posthumes de Jean-Claude Méry, un dossier sur lequel les deux hommes semblent avoir décidé un armistice. Dans le Var, les réfugiés kurdes ayant obtenu un sauf-conduit hier pour 8 jours sont maintenant invités à se rendre à la préfecture la plus proche pour faire valoir leurs droits. Mais aujourd'hui, ils n'en étaient pas encore à ces démarches-là. Reportage Agnès Gardet avec Nathalie Jourdan. 6 enfants. 1, 2, 3. Un simple bout de papier qui change la vie. Après 4 jours enfermés dans cette caserne, ils peuvent enfin en sortir. Où allez-vous ? Je ne sais pas où je vais, mais je veux rester en France. Leur premier pas d'homme libre, ils les doivent à ce coup de théâtre d'hier soir. Fini la zone d'attente, on leur annonce qu'un permis de circuler va leur être délivré. Une fois que vous avez ce sauf-conduit, vous avez 8 jours pour aller dans la préfecture la plus proche du domicile où vous serez pour déposer votre demande d'asile politique. Vive la France et ses membres de gouvernement, quoi, qui vous a accueilli, que vous avez fait tout le nécessaire. Leur demande d'asile vient d'être prise au sérieux, certes, mais l'euphorie n'aura été que de courte durée, car très vite les questions arrivent. Où aller, comment s'y prendre, et dans un délai aussi court. Je ne connais personne en Europe, je ne sais pas où aller. Je ne vais pas quitter la France. Alors c'est aux associations, aux interprètes sur place de les informer sur la démarche à suivre. Il faut qu'ils aillent faire une demande d'asile. S'ils le font ici, il faudra qu'ils aillent à Toulon. On est dans du compliqué. On aurait pu faire beaucoup plus simple depuis le début. Mais ceci dit, c'est mieux que rien. Sans but précis, cet après-midi, ils sont allés se perdre en ville. Aucun d'entre eux d'ailleurs ne s'est rendu en préfecture faire sa demande d'asile. Trop compliqué sans véhicule. En revanche, ils ont pris d'assaut toutes les cabines de Fréjus. J'ai téléphoné à un ami en Allemagne pour qu'il appelle l'Irak, pour leur dire que je suis en France. Lesquels? Des sous là. Première sortie, premier contact, pas forcément chaleureux. Tous ces naufragés kurdes ont pourtant demandé à rester en France. La possibilité pour les réfugiés kurdes échoués dans le Var d'obtenir éventuellement le droit de rester en France redonne des forces à d'autres réfugiés kurdes en attente de papier. Ainsi à Strasbourg, où 75 Turcs et Kurdes sont en grève de la faim. Ils affirment partager le sort de leurs compatriotes et demandent que l'on regarde plus en profondeur le drame du peuple kurde. Et puis à Montpellier, ils sont 17 dans une école désaffectée. Tous sont en situation irrégulière et ils espèrent eux aussi en l'accueil de la France. Reportage Véronique Gaglione et Françoise Mazou. Attendre. De toute façon, ils n'ont rien d'autre à faire. Ça fait des années qu'ils attendent des papiers pour avoir un emploi, pour avoir un logement. Alors, dans cette cour de récréation désaffectée, eux dont les enfants ne vont pas à l'école, ils ont décidé il y a 3 jours d'arrêter de s'alimenter. Vous êtes fatigué maintenant ? Physiquement, pas trop, mais on est fatigué dans la tête. Tous viennent du Kurdistan turc. Tous ont payé pour fuir, au moins 20 000 francs. Par bateau, par camion. Ils cherchaient une démocratie, ils sont là, depuis parfois 10 ans. Mais leurs demandes d'asile politique ont toutes été refusées. Difficile en France de prouver qu'ils étaient menacés là-bas. J'ai resté en prison, dans garde à vue, et ils me torturaient. Ça, je peux pas... Vous ne pouvez pas le prouver. Trouver, mais... Sur leur bandeau, SP veut dire sans papier. Pour la première fois, ils sortent de la clandestinité. Ils savent le danger qu'ils courent d'être reconduits à la frontière. Mais ils ont bien réfléchi. Ils ne veulent plus, cette fois, d'une vie en attente. Les réfugiés politiques kurdes racontent tous les mauvais traitements subis dans leur pays d'origine, en Irak ou parfois en Turquie. 120 000 Kurdes seraient actuellement en France, chiffre officieux. Fabrice Hauss et Guillaume Michel ont rencontré 2 d'entre eux qui racontent leurs itinéraires. L'air du pays, Abdi Ayan le retrouve ici, dans ce restaurant près de la gare du Nord. Cet ancien agriculteur, sans femme et sans enfant, a quitté la Turquie depuis 2 ans déjà. La filière classique, un passeur payé 20 000 francs puis un grand bateau, où il s'entasse avec des centaines d'autres clandestins. Le voyage a duré 1 semaine. Nous étions 8 par cabine, sans cesse surveillés par des gardes. Nous ne pouvions pas sortir et nous n'avions rien à manger.
Et arrivé en France, j'avais peur d'être arrêté et renvoyé dans mon pays. Fin du voyage, le navire abandonne ses clandestins près du port de Sète. La pratique était déjà courante. Abdi Ayyan échappe alors au contrôle de police et dépose un dossier de réfugié politique. Dès lors, il n'est plus clandestin. En attendant la réponse des autorités, Abdi vit grâce à l'aide de ses amis kurdes. Le parcours du réfugié Salom Abdullah, en revanche, ne l'a pas connu. En 91, ce Kurde d'Irak travaille pour les Nations Unies et rejoint la France par avion. 4 mois plus tard, il obtient le statut de réfugié politique. Mariage avec une Française, il change de nationalité, reprend ses études et devient le seul avocat kurde du barreau parisien. Malgré sa réussite, Salom Abdullah n'oublie pas les raisons qui l'ont poussé à l'exil. Il y avait quand même une violence très importante, donc à vrai dire, j'aime pas la violence et j'en avais marre. Donc je suis parti ailleurs où on pouvait vivre sans violence. Salom Abdullah va rejoindre le Var pour aider les Kurdes d'Irak, ses compatriotes. À 34 ans, il souhaite que les réfugiés obtiennent comme lui la protection de la France. L'État français a condamné à verser 800 000 francs à une femme de 37 ans qui avait affirmé avoir été agressée, violée à Paris en 1981 par le tueur en série présumé Guy Georges. La police et la justice l'avaient, entre guillemets, oublié dans leurs investigations. Le tribunal de grande instance de Paris vient de sanctionner ce qu'il considère comme une faute lourde du service public de la justice. Commentaire Joël Bruyandet. Elle se dit la victime oubliée de Guy Georges. Elle est aussi et surtout la victime d'une faute lourde de la justice française. Le 16 novembre 81, Nathalie David, alors âgée de 17 ans, est sauvagement agressée puis violée dans l'ascenseur de cet immeuble du 14e arrondissement de Paris. Blessée à la carotide, elle est laissée pour morte, mais elle parvient à ramper jusqu'à un cabinet médical avant d'être transférée à Broussais, l'hôpital voisin. Son mari porte plainte, les policiers viennent la voir à l'hôpital et puis plus rien. J'ai jamais vu une photo, j'ai jamais vu on m'a jamais montré quoi que ce soit, on m'a jamais demandé Ils sont venus le lendemain de mon agression, ils m'ont posé quelques questions, depuis je n'ai plus jamais revu la police après. Il a fallu que j'attende 98 pour enfin pouvoir mettre un nom sur cette personne. 17 ans après son agression, Nathalie découvre dans la presse les photos de Guy Georges qui vient d'être arrêté. Elle reconnaît aussitôt son agresseur, mais il est trop tard. Sa plainte a été classée sans suite, il y a donc prescription. Aujourd'hui, l'État a été condamné à verser 800 000 francs à Nathalie David, reconnaissant ainsi les dysfonctionnements dans cette affaire. Aucune des investigations minimales qui doivent avoir lieu dans ce type d'agression n'ont été faites à l'époque. Donc il y a grave dysfonctionnement et c'est enfin reconnu. Dans un mois, Nathalie David assistera au procès de Guy Georges, mais elle sera simple témoin. Le tueur de l'Est parisien est soupçonné de 4 agressions et 7 assassinats. Et cette histoire est notamment racontée dans ce livre que je vous signale, Contre-enquête sur le tueur de l'Est parisien, Guy Georges, chez Mango Documents de Omar Gendouz et Frank Spendler. En Israël, c'est fini cette fois pour Ehud Barak. Après avoir pendant quelques jours accepté de participer au gouvernement d'Ariel Sharon, l'ancien Premier ministre travailliste, désavoué par ses amis politiques, a renoncé et démissionné de tous ses mandats. Correspondant Charles Anderlin et Alan Grégo. Ulcéré, Ehud Barak s'en va cette fois pour de bon. Il démissionne du Parlement, de la direction du Parti travailliste et quitte la vie politique. Officiellement à cause d'Ariel Sharon. Dans une lettre au Premier ministre élu, il explique « J'avais accepté d'entrer dans votre gouvernement par sentiment de responsabilité nationale. Mais à la lecture des titres de journaux, j'ai compris ce que vous entendiez par travail en commun. Sous-entendu, M. Sharon voudrait le Parti travailliste à sa botte. En fait, Ehud Barak a fini par céder à la pression au sein même du mouvement travailliste. Ses plus fidèles alliés l'ont lâché. Surtout Fouad Ben Eliezer de l'aile droite du parti, un ami de toujours qui lui a fortement conseillé de jeter l'éponge. Et puis il était loin d'avoir la majorité parmi les 1700 membres du comité central travailliste. Exit Barak, reste Shimon Peres. Ariel Sharon lui a proposé le portefeuille de la défense. On ne connaît pas sa réponse. En tout cas, les chefs travaillistes qui ont l'esprit de camaraderie auraient décidé de réclamer les finances. La défense resterait aux mains de la droite. Le tout si les négociations sur l'Union nationale aboutissent, ce qui n'est pas sûr. M. Sharon a en effet l'intention de faire entrer l'extrême droite dans son gouvernement. Une autre couleuvre que les travaillistes devront avaler s'ils veulent le portefeuille de la défense
les finances. Remise officielle aujourd'hui d'un rapport de la mission d'information de l'Assemblée nationale contre le blanchiment d'argent. C'est la Suisse qui est en position d'accuser dans ce rapport. Selon les parlementaires, la Suisse ne livre qu'un combat de façade avec des moyens, je cite, notoirement insuffisants. Et dans les pratiques, il est vrai que les organismes financiers installés en Suisse ne lésinent pas sur les moyens pour attirer les fonds. Enquête Olivier Caroff et Delphine Détry. L'adresse est bien connue des initiés. À Lausanne, facile de trouver de l'aide pour ouvrir un compte en Suisse. Il suffit d'aller devant le plus beau palace de la ville. Là, juste en face, dans cet immeuble, quelqu'un vous attend. Bonjour, bienvenue. On l'appelle un chasseur de riches. Un intermédiaire entre les clients étrangers et les banques locales. Votre argent l'intéresse, mais vous allez d'abord devoir lui inspirer confiance. Venir d'un pays honorablement connu, avoir des ressources évidemment, et pouvoir justifier de leur origine. S'il vous croit, comme le promet son site internet, la Suisse est à vous, avec ses comptes numérotés et ses sociétés fiduciaires si discrètes. Un client peut mentir et peut éventuellement, dans certains cas, rentrer dans une banque, ça peut arriver. À nous, ça nous est jamais arrivé, touchons du bois, mais disons, ça peut arriver. Maintenant, une fois que le client est dans la banque, il ne faut pas penser qu'un client malhonnête, un truand, un mafieux qui a des fonds à blanchir, une fois qu'il est rentré dans la banque, que le jeu est fini. Le jeu, c'est la loi anti-blanchiment votée il y a 2 ans. Elle oblige à dénoncer tout client suspect. Certains la trouvent déjà trop répressive. Cet avocat, par exemple. Ses clients, Silvio Berlusconi, Omar Bongo ou encore Pavel Borodine, l'intendant du Kremlin. Autant de noms mêlés à des dossiers de blanchiment ou de corruption. Si j'étais un criminel, le seul pays au monde, en tout cas, où je ne mettrais jamais de l'argent, c'est la Suisse. Pourquoi? Parce que le système est conçu de telle manière en Suisse, la législation est telle, et la manière dont on l'applique et dont les banquiers se le auto-appliquent est telle qu'un criminel a 1000 autres possibilités de recycler son argent à New York ou à Londres, bien mieux qu'à Genève. Le procureur de Genève aimerait bien que cela soit vrai, mais hélas, il y a les intermédiaires financiers si peu coopératifs. Très souvent, les intermédiaires se laissent aller à participer à des opérations qui manifestement ont pour but d'occulter la réalité économique, mais avec ce prétexte qu'il s'agit de favoriser l'évasion fiscale. Ici, on estime qu'il faudra encore 3 ans au moins pour nettoyer complètement la place financière. Outre l'actualité corse, Lionel Jospin affichait cet après-midi une autre préoccupation, celle de la campagne pour les élections municipales. Avignon, Nîmes, Toulon étaient à son programme. Reportage de Wittenberg et Gilles Berruzan. Bonjour. Une demi-journée, cela passe vite, surtout lorsqu'on a comme Lionel Jospin 3 candidats à soutenir dans 3 villes assez distantes les unes des autres. La première, gauche plurielle oblige, est communiste. Alain Clary, le maire de Nîmes, a bien fait les choses, accueille bon enfant, pas un manifestant à l'horizon. En 40 minutes chrono, l'étape de la ville romaine est bouclée, cap sur Avignon. Ici, c'est un tout autre accueil qui attend le Premier ministre et la candidate Elisabeth Guigou. Trop contents d'avoir devant eux le chef du gouvernement et leur ministre de tutelle, des infirmiers anesthésistes expriment bruyamment leur colère. On en oublie presque du coup la raison première de cette visite qui marque pourtant un tournant à moins de 3 semaines des municipales. Lionel Jospin entre en campagne et ce n'est qu'un début. Quand il y a un grand débat, je ne peux pas non plus m'en désintéresser. Donc à peu près 2 fois par semaine, je partirai soutenir un certain nombre de candidats conformément à la tradition républicaine. Et inutile de dire qu'ici, à Avignon, où le scrutin s'annonce serré, la candidate a apprécié. J'apprécie le soutien de l'ami, en même temps que de mon Premier ministre qui est là. La maire sortante d'Avignon, elle, est restée dans son bureau avec ses réflexions. S'agissant d'une élection municipale, les Avignonnais se détermineront en fonction de la personnalité du maire. Ce soir, Lionel Jospin s'invite dans une autre campagne électorale à Toulon. Le résultat des municipales sera donc aussi un peu le sien. Et pour continuer notre rétrospective sur les élections municipales, ce soir, Christophe Duchiron et Christophe Vignal nous rapportent leur enquête en Martinique, à Fort-de-France. Le maire de Fort-de-France prend sa retraite. Aimé Césaire a 87 ans. La succession du poète sera difficile. C'est comme un rêve en hiver, un paysage idéal de dépliants touristiques et de cartes postales. La mer, le soleil, le sable chaud, les vagues, c'est la Martinique et ses beautés d'outre-mer.
barres d'immeubles et bas quartiers. C'est Fort-de-France, un taux de chômage qui frôle les 30%. Drogue, délinquance, insécurité. Dans le genre, l'une des villes de France qui a la plus mauvaise réputation. Il était maire depuis 1945 et il s'en va. Aimé Césaire, poète, homme engagé, fierté du peuple martiniquais. S'il reste beaucoup à faire à Fort-de-France en un demi-siècle, Césaire a beaucoup fait. Je suis un homme, un écrivain qui appartient à un peuple qui a une histoire, à un groupe ethnique qui a beaucoup souffert. Nous savons que le racisme est une réalité. Nous savons que la misère martiniquaise est réelle, que la Martinique n'est pas un pays d'idylle. En terrain parfois insalubre, depuis 5 mois, Serge Letchimy enchaîne le porte-à-porte et les réunions de quartier. Urbaniste de profession, candidat du parti progressiste martiniquais fondé en 1956 par Aimé Césaire, qui ne se représente pas, qui est sur toutes les lèvres. Pour moi, Césaire, c'est un dieu. C'est Dieu qui avait envoyé Césaire pour sauver les malheureux. Pas les riches, mais les malheureux. Son héritage en soi, c'est la force qu'il nous a donné en nous. On nous a inculqué d'être antillais, martiniquais, fiers de notre identité, de notre manière d'exister, pour affronter notre destin, dans un idéal qui nous appartient en tant qu'antillais. À Fort-de-France grandit trop vite. Le cœur de la ville est un enfer pour automobilistes. Les trottoirs trop étroits et les transports en commun un vrai problème. Misère du quotidien. Alfred Marie-Jeanne, leader indépendantiste, président du conseil régional, manie ici le verbe en créole et avec tranchant. Les sondages pour l'instant le donnent derrière le candidat du PPM, mais devant la liste de droite de Miguel Laventure. Moi, ça ne me gêne pas que l'on me donne perdant. Moi, ce qui importe, c'est qu'il y ait la ferveur populaire et le désir de changement. Et je vous dirai très simplement ceci. Quels que soient les résultats de cette élection, que je sois élu maire de Fort-de-France, ce que je souhaite ardemment, pour que je ne sois pas élu, de toute façon, j'ai gagné. Vous avez gagné quoi? J'ai gagné parce que j'ai investi pour le futur. On dit de la Martinique qu'elle est l'île aux fleurs. Insécurité, pression fiscale, transport, tout bien considéré. À Fort-de-France aujourd'hui, n'y a-t-il pas moins de fleurs qu'ailleurs? Une banale visite de la ministre de l'Environnement, Dominique Voynet, au Salon de l'Agriculture aujourd'hui. En 1999, souvenez-vous, elle fut bousculée, insultée. Aujourd'hui, je suis très calme, mais même courtois, avec une poignée de main du président de la FNSEA, Louis Guyot. Et puis ensuite, un bouquet de fleurs offert à Madame Voynet par la Fédération des fleuristes. Voilà. Et puis on a appris que la Commission européenne à Bruxelles avait décidé de suspendre des exportations britanniques de bétail, de viande fraîche et de lait en raison de l'épizootie de fièvre afteuse qui sévit actuellement. Suspension jusqu'au 1er mars. Les 7 fédérations syndicales de la fonction publique appellent à une grève nationale pour le 22 mars prochain. Les syndicats reprochent au ministre Michel Sapin un refus persistant, disent-ils, de rouvrir les négociations salariales. Tout va bien, tout va même très bien pour les industriels de l'automobile. Après Renault, c'est Peugeot qui affiche de très beaux résultats. Augmentation du bénéfice net de PSA Peugeot-Citroën de 80% au cours de l'année 2000. Le pourquoi et le comment de cette réussite avec Florence Griffon. Elle s'habille, se déshabille sans complexe. Son charme en a séduit plus d'un. L'automobile française crue 2001 ou même 2000 se vend bien et très vite. Chez ce concessionnaire Peugeot, les ventes ont progressé de 5% en un an grâce au succès de la 206, mais pas seulement. Pendant l'année 2000, des 206, on en a vendu énormément. Après, cette année 2000 a vu la naissance du vaisseau amiral de la gamme, la 607, et clairement cette 607 a très bien marché. Les concessionnaires ont le sourire, les constructeurs aussi. Dans le prix d'une voiture, 10% vont dans la poche du concessionnaire, 60% dans celle du constructeur. À l'arrivée, son bénéfice tourne autour de 5% selon les modèles. Assez en tout cas pour permettre à Peugeot Citroën de réaliser des profits spectaculaires. Pour l'année dernière, le bénéfice net atteint plus de 8 milliards de francs, soit une hausse de 84% en un an. L'explication,
paraît simple. Pendant les 3 années qui viennent de se passer, nous avons lancé 9 nouvelles voitures. Dans les 3 années qui s'ouvrent maintenant, jusqu'en 2004, nous allons lancer 25 nouvelles voitures. C'est donc bien un effort continu et qui va croissant de développement et d'élargissement de notre offre. Une stratégie basée sur la croissance interne qui s'oppose radicalement à celle adoptée par Renault. Le grand rival a en effet préféré parier sur une croissance par rachat, en mettant notamment la main sur Nissan. Une alliance risquée, mais qui elle aussi commence à porter ses fruits. Il y a une histoire extraordinaire derrière, si jamais l'alliance Renault-Nissan fonctionne. Effectivement, c'est le pari que veulent prendre des gens aujourd'hui, au contraire, le pari que certaines personnes ne veulent pas prendre. Autrement dit, Peugeot-Citroën. À chaque groupe, donc, ses ambitions. PSA espère dépasser le cap des 3 millions de véhicules vendus cette année. Renault ne devrait atteindre cette performance qu'en 2005. En matière de sécurité routière, on ne fait plus désormais dans la dentelle, question prévention. La nouvelle campagne sur le port de la ceinture à l'avant et à l'arrière du véhicule vient d'Angleterre et elle est violente, très violente. C'est la ceinture ou le cercueil. Commentaire Laetitia Legendre avec Clara Monteil. Comme la plupart des victimes, Julie connaissait son assassin. C'était son fils. Il était assis derrière elle, sans sa ceinture. Après l'avoir percuté à mort, il s'est rassis à l'arrière. Violence et réalisme, la sécurité routière n'a pas hésité. Une campagne choc pour le port de la ceinture de sécurité. Un clip catastrophe présenté ce matin et emprunté à la Grande-Bretagne. Pays où l'on compte moitié moins de morts que sur les routes de France. Des grands trajets autoroutiers. Aujourd'hui, on a besoin de prendre conscience de la dureté de l'accident et de la nécessité d'adopter des mesures simples pour l'éviter. Avec la ceinture attachée, un choc frontal n'est pratiquement jamais mortel. Quand le passager n'a pas sa ceinture, il peut devenir fatal dès 20 km/h. À 100 km/h, le choc correspond à une chute de 15 étages. Urgent donc de sensibiliser les Français qui négligent la ceinture arrière. Plus d'un passager sur 2 ne la met jamais. La majeure partie des accidents ont lieu effectivement à proximité du domicile ou sur les trajets travail-domicile. Les gens effectivement banalisent l'acte de conduire et lorsqu'ils sont arrêtés par les gendarmes, beaucoup n'ont même pas conscience qu'ils n'étaient pas attachés. Ils l'ont oublié. Convaincre les automobilistes réfractaires ou les passagers négligents, un enjeu important. 1000 vies pourraient être sauvées chaque année en attachant la ceinture de sécurité, soit 3 personnes chaque jour. Tout le monde de la téléphonie mobile sur la Croisette canoise, et ce jusqu'à dimanche pour un congrès où on attend 20 000 visiteurs par jour et où l'on prévoit ainsi de découvrir la téléphonie de demain. Vous voyez le reportage de Cyril Deveau et Blaise Grenier. Pas de stars sur la Croisette, mais des milliers d'hommes d'affaires venus des 4 coins du monde pour téléphoner. Les professionnels du téléphone portable sont venus faire des affaires. Voici la machine qu'ils nous vendront demain. Grâce à un petit module, votre agenda électronique devient un téléphone 2 en 1. Ça veut dire que vous allez pouvoir composer directement à partir de votre carnet d'adresses, appuyer sur chercher quelqu'un comme vous le ferez d'habitude, puis appuyer sur le numéro de téléphone et vous trouvez directement en relation comme avec un téléphone GSM que vous pouvez utiliser comme ça. Il y a un haut-parleur ici, il y a un micro là. Dans le palais du festival, les 600 exposants ne parlent que de cinéma, mais pas sur grand écran. Le téléphone du futur pourra se transformer en caméra ou en projecteur individuel. Diffusion de vidéos ou de photos d'un portable à l'autre, sans fil. Vous prenez une photo, vous faites partager avec quelqu'un, par exemple, vous pouvez décider d'envoyer la photo avec un message sympathique. Sympathique mais très cher. La téléphonie de 3e génération coûtera 2000 milliards de francs aux opérateurs en Europe. Alors, ils veulent se persuader que ça va marcher. C'est exactement la même chose que lorsque la télévision couleur est arrivée. Beaucoup de gens disaient non, le noir et blanc me suffit. Et aujourd'hui, 100% des Français ont une télévision couleur. Les 600 professionnels réunis à Cannes nous le promettent. Avec le nouveau mobile, nous porterons des casques et des micros. Nous aurons les mains libres pour surfer sur Internet. Toutes ces applications seront disponibles dans quelques années. D'ici là, il reste quelques petits problèmes à régler. Par exemple ici, lorsqu'on veut téléphoner, il y a tellement de monde qui utilise un portable qu'il est impossible d'avoir la ligne. Du sport, du football, le PSG n'a pas été vraiment récompensé de tous ses efforts hier soir face au Milan AC pour cette rencontre de la 2e phase de la Ligue des Champions. Laurent Robert, sur ce coup franc, avait donné l'avantage à Paris.
mais José Marie pour Milan a égalisé un peu heureusement à la 90e minute, au grand désespoir de Luis Fernandez. Marc Perron a une boîte à frissons, c'est ainsi qu'on appelle l'accordéon diatonique, sur lequel il joue des ritournelles napolitaines, des valses, des tarentelles. Il vient de produire un nouvel album, celui-ci s'intitule Voyage, et puis il est en concert à Paris jusqu'au 3 mars pour raconter sa propre histoire dont on connaît tant de musiques célèbres. Présentation Béatrice Blondeau et Olivier Robert. En musique, il y a ceux qui se prennent pour des virtuoses, et puis il y a les autres, ceux qui n'ont pas besoin de jouer vite pour bien jouer. Marc Perron est de ceux-là. En 30 ans de carrière, il est devenu une référence dans le monde de l'accordéon, mais seul compte ce qu'il appelle sa boîte à frissons. Quelles sont les sensations quand on joue de l'accordéon? Les sensations quand on joue de l'accordéon, d'abord on a l'impression d'enlacer l'instrument, comme on enlacerait une partenaire avec qui on danse. On ne voit pas ses doigts, on ne voit pas ses mains, on ne peut pas contrôler visuellement. C'est de la sensation pure. On a vraiment l'impression d'avoir les deux mains prises dans une espèce de pâte qui serait la musique, quoi. On a les deux mains prises dans la musique. L'accordéon à vapeur, ça fait comme ça, écoutez. Sur scène, Marc Perron ne joue pas, il nous emmène en voyage. Son cinéma à lui s'appelle l'Italie, le pays que ses grands-parents ont fui à l'époque de la dictature mussolinienne. L'histoire est familiale, mais elle touche à l'universel. Et lorsque les enfants sages écoutent, les parents montent sur la scène pour un bal improvisé. Une dernière valse et puis s'en vont. Le voyage aura duré exactement 2 heures. 2 heures, quelque part entre la France et l'Italie. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Je vous rappelle 2 actualités. Tout d'abord, la très vive controverse au sein de l'exécutif entre Jacques Chirac et Lionel Jospin à propos de la Corse. Le président rappelle l'indivisibilité de la République, l'égalité des droits dans une intervention particulière télévisée depuis l'Élysée. Et puis les sauf-conduits accordés aux Kurdes naufragés de la Côte-d'Ivoire alimentent les revendications d'autres réfugiés politiques kurdes en attente d'un droit d'asile politique. Ce soir, Alain Juppé se déclare depuis Bordeaux favorable à l'octroi de l'asile politique pour les Kurdes. La météo vous sera présentée dans quelques instants par Isabelle Martinet. À minuit 40, le dernier journal de la rédaction présenté par Jean-Claude Renaud, suivi des mots de minuit, le magazine de Philippe Lefay. Demain, 7h50, dans les 4 vérités, présenté par Gérard Morin. Gérard Morin recevra Kendall Nezan, le président de l'Institut kurde de Paris. Puis à 13h, vous trouverez Gérard Rolls. À demain 20h. Bonsoir. Merci.